Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h. Lutte contre Boko Haram, l'Organisation des Nations Unies sort de sa réserve. Son Conseil des droits de l'homme vient de condamner les exactions de Boko Haram au Cameroun. Ce même conseil demande à ce que tous les membres de cette secte islamiste soient traduits en justice. Ces informations ont été rendues publiques ce jour à Yaoundé par le ministre camerounais en charge de la communication, Issa Chiroma Bakari. En politique, l'Union des populations du Cameroun a 67 ans, c'est 10 avril 2015. Le tout premier parti politique du Cameroun qui se voulait alors une âme immortelle à sa création est pratiquement devenu mortel aujourd'hui au vu des différents courants qui divisent et fragilisent le parti des crabes. En sport, forfait des Lions juniors au tournoi Aspire organisé par le Qatar. Le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football nie toute implication à ce forfait et rejette tout le tort sur les joueurs, mais également sur l'encadrement technique des moins de 20 ans. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal par ce point de presse donné ce jour à Yaoundé par le ministre camerounais en charge de la communication, Issa Chiroma Bakari, qui annonce que le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, qui vient de condamner les exactions de Boko Haram au Cameroun, et bien ce même conseil demande à ce que tous les membres de cette secte islamiste soient traduits en justice. L'économie de cette sortie du ministre de la Communication nous est faite par Guizoro. Porte sur la victoire diplomatique. Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, était face à la presse à Yaoundé. Au menu de sa sortie médiatique, c'est qu'il a qualifié de victoire diplomatique du Cameroun. L'obtention auprès du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies à Genève du vote d'une résolution condamnant à l'unanimité des membres de cette instance les agressions perpétrées par l'organisation terroriste Boko Haram contre le Cameroun et les autres pays où sévit son action obscurantiste et criminelle. Insistant sur le rôle de la communauté internationale, il s'est attaché à démontrer qu'elle soutient le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. À celle des pays membres du Conseil se sont ensuite joints les voix des pays observateurs pour condamner les exactions et les agressions de Boko Haram. Interpellé sur la question du respect du droit humanitaire, notamment des combattants de Boko Haram, il a clamé l'exemplarité du Cameroun sur cette question. Le millier de criminels de Boko Haram faits prisonniers au Cameroun jouit de tous ses droits. Cela représente par ailleurs une charge importante et imprévue sur les finances de l'État. Magnifiant la puissance du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a indiqué que ces résolutions servent souvent de balise à celles du Conseil de sécurité. Il est donc important de noter que la résolution du Conseil des droits de l'homme, issue de la session spéciale le 1er avril dernier, intervient au moment où le Conseil de sécurité, organe de décision suprême de l'ONU, vient de commencer l'examen du projet de résolution visant à conférer un mandat international à la force multinationale mixte créée par l'Union africaine pour lutter contre Boko Haram. Mais à aucun moment, le ministre de la Communication n'a fait cas des condamnations du Cameroun par le même Conseil des droits de l'homme de l'ONU, notamment dans le cadre de l'opération Épervier, lesquelles sont restées lettres mortes jusqu'ici. Fin ce jour à Yaoundé de la session parlementaire du mois de mars à l'Assemblée nationale, une session qui aurait été marquée à la Chambre basse par l'adoption d'un certain nombre de projets de loi, mais également le rejet de certains, notamment ceux émanant du Social Democratic Front. Le point, une fois de plus, de cette session avec Guizoro. Qu'en est-il du bilan de la session du mois de mars qui vient de s'achever à l'Assemblée nationale? Notre pays, à l'instar de bien d'autres dans le monde, basculera du système de radiodiffusion et de télévision analogique vers le numérique. Ceci constitue une limitation technologique majeure de notre époque. Arrangé aussi dans les acquis de cette session, la mise en place de la commission de contrôle des recettes
qui accroît le droit de regard de l'Assemblée nationale sur la gestion de la fortune publique. Cette loi donne pouvoir aux rapporteurs de faire les contrôles sur pièce et sur place dans toutes les administrations, toutes les structures où les finances publiques sont manipulées, où les biens de l'État sont gérés. Au-delà, de nombreuses autres préoccupations sont restées en suspens. C'est le cas de la pétition des députés, tous bords confondus, appelant à abroger la loi sur la double nationalité. Celle-ci est restée sans suite. La double nationalité n'a donc toujours pas droit de citer au Cameroun. Dans l'ensemble, on a assisté comme souvent à la prééminence de l'exécutif sur le législatif, avec au bout du compte 7 projets de loi adoptés et aucune proposition de loi à l'ordre du jour. À la fin de la plénière de clôture, les uns et les autres se sont abstenus de tout commentaire. Probablement que pour eux, le vin était tiré, il ne restait qu'à le boire. En politique, l'Union des populations du Cameroun souffle sur sa 67e bougie ce 10 avril 2015. Eh bien, c'est en effet un 10 avril 1948 que l'UPC, au départ, un syndicat, a vu le jour. Mais au fil du temps, l'idéologie de ce mouvement syndical au départ va très vite révéler son caractère politique. Le leitmotiv de l'Union des populations sera dès lors l'obtention à tout prix de l'indépendance du Cameroun. Voici quelques faits marquants de la mise en place de cette toute première formation politique au Cameroun avec Henriette Ekwe. Elle a été rencontrée par nos reporters Jean Dunipek et Sylvestre Hippolyte Zangaou. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Ruben Oumniobe, cofondateur de l'UPC, s'exprimait ainsi du haut de la tribune des Nations Unies en 1952, soit 4 ans après la création de l'Union des populations du Cameroun. Le premier parti politique du pays a été fondé par d'anciens syndicalistes. Se souvient l'une de ses militantes, Henriette Ekwe. En 1944, des Français communistes forment des syndicalistes camerounais pour être des dirigeants de la CGT, dont évidemment Oumniobe et d'autres. Après cela, il y a le RDA qui se forme, le Rassemblement démocratique africain, qui est un peu le rassemblement des Africains francophones des 14 pays colonisés par la France pour envisager l'indépendance. C'est donc dans ce contexte que le 10 avril 1948, Oumniobe et ses compagnons vont créer l'Union des populations du Cameroun. À ce moment, l'UPC n'affiche pas encore ouvertement sa ligne de revendication de l'indépendance, par peur de représailles. Le but réel est alors masqué par un appel à l'unité du peuple camerounais. Cela dure peu de temps, car l'Union des populations du Cameroun va commencer à réclamer l'indépendance du pays. L'UPC commence donc à rassembler autour de lui et le congrès du Kounz de décembre 1949 va donc décider de soutenir le mouvement. Il y a un congrès qui est en fait une réunion qui se tient à Kumba, qui se transforme en congrès en janvier-février 1950 et c'est au congrès de ZECA de 52 que le programme sort et le programme est clair. C'est l'indépendance, la réunification, l'élévation du standard de vie des Camerounais. C'est cette revendication qui conduit l'UPC, à travers Ruben Oumniobe, à la tribune des Nations Unies en 1952. 3 ans plus tard, en 1955, mécontente, l'administration coloniale française décide d'interdire ce parti politique. Les militants de l'UPC sont traqués et Ruben Oumniobe est tué le 13 septembre 1958. Le combat continue cependant dans le maquis. La répression aussi, mais au fil des années, l'UPC se fragilise. Ce qui va fragiliser l'UPC, c'est qu'il y a beaucoup de gens en prison, en déportation. Il y a eu des charniers, des villages entiers rasés. Il y a eu l'exil. Il y en a qui sont partis à Conakry, d'autres sont partis à Accra, d'autres étaient en Chine, d'autres étaient dans les pays de l'Est, Moscou, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est. Dans l'extrait qui va suivre, Henriette Ekwe revient sur les naissances des différents courants qui fragilisent l'Union des populations au Cameroun de nos jours. Elle est au micro de Sylvestre Hippolyte Zangaou.
Après 1971, Wongui Massaga a relancé l'UPC. Et cet UPC-là a décidé non seulement de la clandestinité, mais de rentrer au Cameroun, mobiliser les populations. Avec Biletobo, avec Mouen Gaspard. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on arrive, la dernière vague des UPC clandestins, c'est quand Ekan et moi avons été en prison en 90. Maintenant, l'État, qui est quand même sous la botte des Français, les Français disent on ne peut pas donner le sigle de l'UPC à cette branche-là qui a continué le combat en clandestinité et qui est donc dans la fermeté vis-à-vis du néocolonialisme. On va donc prendre 2 membres fondateurs du RDPC, c'est-à-dire Kodok et Djika Akwa. Djika va à un congrès, tout le monde sait que c'est Djika qui a amené Kodok. Le jour où il a amené Kodok en décembre 90, ça il dit non, il nous fallait un grand. Le problème c'est que le grand avait les pieds plombés. L'IGERA, qui était l'inspection générale de l'administration, avait un rapport de Kodok à la direction de la Camer. Kodok m'a dit, je ne peux pas lever la tête, camarade Henriette, quand on était encore à la coordination. Et qu'est-ce qui va donc arriver? Ils vont aller à un congrès en décembre 1991. Le congrès est ouvert par le préfet du Mungo, en Konsamba, et on débarque Djika pour garder Kodok. Parce que Djika, on ne le tient pas, mais Kodok, on le tient. Et c'est comme ça que Djika va rentrer totalement amer. Il mourra quelques années plus tard, il tombera malade, etc. Anissé Kane, lui, il a dit, on ne peut pas rester dans une situation où on n'a pas de légalité. Il faut aller aux élections, donc créons le Manidem. Les autres ont dit non, on ne peut pas abandonner l'UPC. Hokbelen a fait une interview à Cameroun Tribune en 90 pour dire que l'UPC est à reléguer au musée de l'histoire. Et il voulait venir faire une table ronde au mois d'août 90 à Yaoundé. On lui a interdit sa table ronde. Mais il a fait cette interview-là. Mais le même Hokbelen, voyant que l'UPC est forte dans les cœurs, il revient dans l'UPC pour en être ministre, pour avoir son petit morceau de l'UPC. Eh bien, il faut dire à la suite d'Henriette Ekoué que malgré ses 67 années d'existence, l'Union des populations du Cameroun ne dégage pas, tant dans ses actions que dans la mobilisation, l'image du parti le plus ancien du Cameroun. La question du futur de ce parti inquiète de plus en plus entre la préservation des préceptes fondamentaux de l'âme immortelle et les réalités sociales. Le futur est sérieusement mis en cause, le futur notamment du parti des crabes. Retrouvons ce reportage de Jean Junipek et Eric Martial Diomo. La cause patriotique est l'élément catalyseur qui rassemblait jeunes et vieux autour des idéaux du parti du crabe. Lutte pour l'indépendance totale du Cameroun, guerre contre l'impérialisme français, combat pour un nationalisme avéré. Du 10 avril 1948 au 10 avril 2015, les choses ont bien évolué, les mentalités ont changé, les réalités socio-économiques sont autres. Conséquence, le militantisme de cœur et de combat a cédé la place à un militantisme de calcul et d'intérêt. D'où la perte de vitesse d'un parti comme l'Union des populations du Cameroun, branche des fidèles selon les anciens. Il y a donc qui ont lutté et qui pensent que ce travail est compliqué. Ils essaient de trouver des raccourcis. Mais les peuples du monde entier ont travaillé comme ça, sans chercher des raccourcis. Si on fait un raccourci, on ne trouvera pas la solution. Il y a les gens qui s'intéressent, il y en a qui ne s'intéressent pas parce qu'il y en a qui ont peur, hein, parce que quand le gouvernement nous harcèle, quand le gouvernement nous met à côté, nous marginalise, les jeunes ont peur que peut-être en adhérant à l'UPC des fidèles, peut-être qu'ils auront des ennuis. Ce n'est que ça. Les nombreuses divisions et scissions au sein du parti ne semblent pourtant pas altérer l'enthousiasme de ces militants de la première heure quant au futur radieux de l'UPC. Ndjaseb Mathieu a été secrétaire particulier de Ernest Wandier. Ce n'est pas la lutte avec les armes comme avant. Aujourd'hui, nous parlons, et puis je pense avec les conférences que nous faisons comme ça, et puis ce que nous allons dire aux jeunes, ils vont comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est que nous avons mené, que l'UPC a mené, c'est caché. Hein. On ne veut pas dire, on ne veut pas le dire aux jeunes. Si ce dernier ajoute qu'il rêve de voir un jour ce parti tenir les rênes du pouvoir au Cameroun,
Achille Koto, observateur et analyste politique, se colle à ce point de vue, présentant l'Union des populations du Cameroun comme un parti idéologiquement constant. Quand vous avez un slogan tel que l'ami mortel du Cameroun, c'est parce qu'un esprit est resté au niveau de l'UPC. Et cet esprit-là, c'est un esprit non seulement de rassembleur, c'est un esprit qui nous fixe vers l'intérêt national, l'intérêt de notre pays. Dissensions, guerre de leadership, perte d'enthousiasme chez les jeunes, absence de régénération militante constante, voilà des faits qui tendent malheureusement à plomber l'avenir du premier parti nationaliste camerounais. En économie, le manque de financement et de compétitivité des petites et moyennes entreprises camerounaises justifie leur absence sur le marché de la sous-traitance. Ces révélations ont été faites ce jour à Yaoundé, à Douala, au cours d'une rencontre entre grandes entreprises et PME. Le compte rendu de Warren Zede et Flavien Valondongo. La plupart des petites et moyennes entreprises peinent encore à décrocher les marchés de sous-traitance auprès des grandes sociétés. Parmi leurs points faibles, des experts diagnostiquent le manque de compétitivité. Nous-mêmes déjà, techniquement, nous ne sommes pas toujours au niveau. Je parlais des difficultés de niveau technique, difficultés de matériel, difficultés de normes. Il faut avoir de la compétence requise technique qu'il faut pour ça. Quand on fait une analyse sur un dossier, sur une prestation que vous avez faite et qu'on voit que techniquement vous n'êtes pas bon, vous ne passez pas parce que votre document technique n'est pas assez fourni en qualité. Les petites et moyennes entreprises rejettent la faute sur les institutions financières qui refusent de leur accorder du crédit. Les mises en cause disent avoir du mal à faire confiance à ces entreprises. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est l'environnement qui est comme ça parce qu'on reproche parfois aux PME de ne pas être remboursés les crédits qui leur sont octroyés. Pourtant, les opportunités d'affaires sont énormes dans les secteurs industriels et manufacturiers. C'est le cas d'une entreprise chargée du raffinage du pétrole venue à la rencontre des petites et moyennes entreprises. On les a regroupées, c'est des entreprises de plusieurs secteurs d'activité qui ont accepté de répondre et de dire, bon voilà, s'il y a des travaux, nous sommes prêts à nous mettre ensemble dans le cadre de la co-traitance pour répondre aux appels d'offres, pour être plus fort. L'initiatrice de cette rencontre, la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, suscite encore très peu d'intérêt des petites et moyennes entreprises. Eh bien, ce ne sont pas seules les petites et moyennes entreprises qui sont en manque de compétitivité au Cameroun. Eh bien, les experts englobent presque toutes les entreprises comparées à certains pays d'Afrique qui sont en manque de cette compétitivité. On parle des actions de l'État pour booster la performance des entreprises qui sont jugées insuffisantes. C'est du moins le constat fait au cours d'un séminaire organisé à Yaoundé par le Centre de recherche en économie de gestion à l'Université de Yaoundé 2. Plus de précisions avec Cyril. En termes de performance, le résultat des entreprises camerounaises est médiocre. La faute, en grande partie, à l'État qui ne fait pas assez pour booster le rendement de ces entreprises. Du coup, le pays est confronté à une crise persistante de l'emploi. Au Cameroun, la performance des entreprises est relativement pas bonne. Les entreprises ont beaucoup d'opportunités. Les entreprises sont loin de leur capacité, de leur potentialité, ce qu'on appelle généralement leurs frontières. Elles sont à 40% de leurs frontières. Quand on va regarder les résultats, notamment le classement Doing Business, qui est un classement mondial, un classement sur lequel les investisseurs s'appuient beaucoup, montre que le Cameroun ne fait pas assez. Parce que le Cameroun, son meilleur classement tourne autour de 140, 148 depuis près de 6 ans, 7 ans bientôt. Ce qui montre que le Cameroun, en termes de facilité faire les affaires, en termes d'environnement des affaires, ne fait pas assez. Si les pouvoirs publics sont à plaindre dans la piètre prestation des entreprises camerounaises, force est de constater qu'il faut aussi questionner la capacité managériale des responsables d'entreprise au Cameroun. Les freins au développement de l'entreprise peuvent être dus au manager de l'entreprise qui n'a pas peut-être certaines aptitudes. Il y a aussi que parfois les entreprises n'ont pas la capacité de déceler les opportunités d'affaires qui leur sont offertes. Et ça aussi, ce sont quelques éléments que nous avons pu mettre en évidence qui freinent le développement des entreprises au Cameroun particulièrement. Une étude menée sur près de 1800 entreprises a permis de constater que la performance mitigée des entreprises est à l'origine du faible taux de création d'emplois en Afrique. Le Centre de recherche en économie et gestion
qui a mené l'étude au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, vient d'organiser à Yaoundé un séminaire de restitution des résultats de ses recherches. En guise de page magazine de ce journal, je vous amène dans la région de l'Est Cameroun, plus précisément à Bertoua, où les jeunes filles du chef-lieu de la région de l'Est ont trouvé une nouvelle trouvaille. Il s'agit de la pose des cils artificiels. Elles souhaitent ainsi, à travers cette argustie, rehausser l'éclat de leur beauté. C'est dans ce reportage de Benjamin Issam. Atelier ouvert en plein marché central de Bertoua, toutes les jeunes filles à la mode le connaissent très bien. Il y a à l'intérieur toutes celles qui veulent se faire belles auprès des apôtres de la manicure et de la pédicure. Outre la pose des ongles et des vernis, la plupart des jeunes filles adorent les cils artificiels. Parce que c'est beau à voir. Ça me permet de crâner devant mon gars, quoi, un peu devant ses yeux pour qu'il se fasse, il me donne bien ce que je veux. Travail assez délicat tant pour la jeune femme que pour le poseur de cils, car le moindre faux geste serait préjudiciable. Peu importe, il faut se mettre à la mode américaine, quel que soit le risque encouru ou le coût de l'opération. Les cils varient de 1500 à 2000 selon la taille des cils et la couleur. Il y a les différentes couleurs, le bordeaux, le jaune et le noir, ainsi de suite que violet et bleu. Il y a les mères, les jeunes filles qui viennent déranger, ainsi de suite, c'est ça le problème. Il y a les jours qu'on vient comme ça, on vient nous casser la tête. On essaie de gérer. Elles voient leurs copines qui sont tellement belles là dehors. Il y a les hommes qui ne les draguent pas, se disent peut-être que non, c'est par rapport à ça, il faut qu'elles posent les cils et les ongles là pour pouvoir les séduire. Ceux qui ont choisi de rendre les femmes belles par le regard doivent aussi supporter leurs caprices. À l'étranger, une semaine s'est écoulée depuis le massacre de Garissa au Kenya où au moins 148 personnes avaient trouvé la mort. Cette attaque la plus meurtrière d'El-Shabaab sur le sol kenyan ravive les inquiétudes concernant la stratégie antiterroriste du gouvernement kenyan. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV. Une attaque qui laisse un sentiment d'incompréhension chez beaucoup. Comment 4 hommes ont-ils pu aussi facilement abattre autant de jeunes sans presque avoir été inquiétés? Le président kényan Uhuru Kenyatta s'était adressé à la nation alors même que l'assaut était en cours. Je tiens à rassurer le pays sur le fait que mon gouvernement a entrepris un déploiement approprié dans la région concernée et a réalisé toute l'ampleur de la situation. Je saisis également cette opportunité pour demander aux Kenyans de rester calmes pendant que nous résolvons cette crise. Mais il a fallu près de 15 heures avant que les forces de sécurité kenyanes ne mettent fin au cauchemar qui se déroulait sur le campus de Garissa. Les Kenyans ne sont pas seulement sous le choc, ils sont également en colère. Contre les tueurs, contre ceux qui les ont aidés et l'apparente facilité avec laquelle ils ont pu se mouvoir dans la société kenyane. Au moins 9 suspects ont été arrêtés jusqu'à présent, et seul un des noms des hommes armés a été livré pour le moment. Le cerveau présumé de cette attaque, un ancien professeur de Garissa, se trouverait probablement en Somalie. Le Kenya a répondu par des attaques aériennes sur le territoire somalien et en livrant le nom d'individus et entreprises qui soutiendraient Al-Shabaab. Le gouvernement a également fait appel à l'aide internationale. Nous réfléchissons à ce qui pourrait nous être encore utile. Le secteur des renseignements a été revu afin d'améliorer la capacité, la surveillance, la collecte d'informations et les équipements. Nous étudions tout cela de près et également les failles qui pourraient exister. Le gouvernement promet qu'il luttera encore plus durement contre les terroristes et ceux qui les soutiennent. À travers tout le Kenya, les habitants espèrent que le massacre de Garissa marquera un tournant, que le Kenya pourra contenir les terroristes. Mais pour le moment, l'heure est à la douleur et à l'enterrement des victimes. Toujours à l'étranger, le gouvernement du Rwanda a consenti à accueillir des dizaines de milliers de demandeurs d'asile érythréens et soudanais actuellement en Israël en échange d'accords commerciaux évalués à plusieurs millions de dollars. Mais les avocats spécialisés dans le droit de l'homme et les demandeurs d'asile voient l'accord comme un moyen pour le gouvernement israélien d'éviter ses responsabilités et de chasser les réfugiés pour les envoyer dans un autre pays. Retrouvons une fois de plus le confrère de CCTV.
Fuyant la guerre et la persécution, ils ont quitté l'Afrique, espérant obtenir l'asile en Israël. En chemin, ils ont enduré la brutalité, le viol, l'incarcération et des menaces de mort. Des dizaines de milliers d'entre eux n'ont pas trouvé le refuge qu'ils espéraient et maintenant ils font face à la déportation. La semaine dernière, Israël et le Rwanda ont conclu un pacte. Le Rwanda accueillera des demandeurs d'asile en échange de lucratifs accords commerciaux. Le problème avec un troisième pays, c'est qu'il n'y a aucun accord clair. Il n'y a aucune condition bien expliquée à laquelle les gens peuvent se référer. On a donné 30 jours aux demandeurs d'asile en Israël et 2 options, soit la déportation au Rwanda ou l'incarcération dans le sud d'Israël. Quand quelqu'un est sous pression, il y a tant et tellement de pression. Si quelqu'un me propose une option, vous devez retourner dans votre pays d'origine ou être détenu indéfiniment. Les gens préfèrent mourir dans leur pays avec dignité plutôt que de subir l'humiliation au quotidien en prison. Des milliers d'Érythréens et de Soudanais languissent déjà dans des centres de détention en plein désert. Ils sont incarcérés pendant plus d'1 an pour les forcer à quitter le pays de leur plein gré. Hassan Chakour, un Soudanais qui réclame l'asile, se retrouve parmi eux. Il a vécu en détention pendant plus d'1 année. Avons-nous vraiment commis des crimes ou est-ce seulement parce que nous avons franchi la frontière? Nous avons fui la guerre pour nous réfugier dans un endroit plus sûr. Est-ce un crime? Le gouvernement d'Israël les appelle des immigrants clandestins, des infiltrés en recherche d'emploi. L'accord avec le Rwanda, disent les représentants gouvernementaux, encouragera ces Africains à quitter Israël de manière sûre et honorable. En sport, les Lions juniors du Cameroun sont absents du tournoi international de football qui démarre ce vendredi du côté de l'Autriche. Ils sont bloqués à Yaoundé, faute de visa d'entrée en Autriche. Et là, le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football qui nie toute implication et rejette le tort sur les joueurs ainsi que sur l'encadrement technique des moins de 20 ans. Avec Cyril, reportage. Un communiqué de la Fédération camerounaise de football confirme l'absence des Lions juniors au tournoi international de football organisé en Autriche. Mais sur les raisons de ce forfait, la FECAFOOT nie toute responsabilité. Le problème, ce n'est certainement pas la FECAFOOT. Vous savez, il y a plusieurs parties. Vous avez les joueurs, vous avez les encadreurs, vous avez plusieurs individus qui font bien sûr partie de cette procédure-là. Je tiens tout simplement quand même à préciser que les dossiers étaient complets. Nous allons donc attendre maintenant plus d'éclaircies sur les raisons de ce rejet. Selon certaines indiscrétions, des cas de double identité et de tricherie sur l'âge de certains joueurs auraient contraint l'ambassade de Belgique à refuser le visa à la délégation camerounaise. Sans forcément nier le problème, la FECAFOOT attend d'être saisie officiellement. Je pense que nous avons eu 1 ou 2 informations, mais vous savez, ici maintenant, il s'agit d'une institution à une institution. Il faut que nous soyons certains de bien comprendre la situation. Quelles que soient les paroles émises par un clerc d'un consul ne peuvent pas vraiment avoir le poids d'un consul ou alors d'un ambassadeur ou autre cadre d'une telle institution. Finalement partagé entre dire la vérité et protéger ses acteurs, l'instance fêtière du football national promet une autre sortie dans les prochains jours. Vous savez, pour ce genre de contretemps, il est très important de pouvoir faire en sorte que toutes les parties puissent bien sûr être respectées. Donc il est très important pour nous de ne pas employer du conditionnel lorsque nous ferons nos déclarations. Les Lions juniors du Cameroun étaient supposés affronter le Brésil, le Honduras et le Qatar au tournoi international Aspaya du 10 au 17 avril en Autriche. L'équipe est restée finalement bloquée au Cameroun, faute de visa. Notons avant de mettre définitivement un terme à cette édition d'information qu'en ce qui concerne le classement FIFA du mois de mars, le léger mieux pour les Lions indomptables qui passent donc de la 49e place mondiale à la 48e et de la 10e place africaine à la 9e. C'est donc là le nouveau classement FIFA rendu public il y a quelques jours. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été en notre compagnie. Toute l'équipe de production de ce journal se joint à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes un bon début de week-end. Bonsoir.